Bonjour, eh bien nous allons continuer sur ce que nous avons vu la dernière fois de ce qui était l'amorce, de ce qui sera un tournant décisif pour le judaïsme espagnol, pour le judaïsme séfarade et en général pour le judaïsme et le peuple juif. Et on peut dire aussi un tournant décisif pour le monde entier. Et l'Inquisition et l'expulsion des Juifs d'Espagne, avec tout ce que ça peut comporter comme bouleversement dans la vie et dans l'organisation de ce qui se passe au niveau du peuple juif, mais aussi ce qui se passe et ce qui se passera au niveau de l'Europe et du monde entier, parce que ce bouleversement historique que sera l'expulsion des Juifs d'Espagne et l'Inquisition marquera pour toujours et jusqu'à la fin des temps l'histoire générale du globe terrestre, avec des bouleversements, notamment en Europe, mais des bouleversements qui toucheront le monde entier, puisqu'à cette époque-là, l'Espagne est la plus grande puissance mondiale, c'est la grande puissance, c'est l'Amérique de cette époque-là. Et quand on parle d'Amérique, eh bien, effectivement, les Espagnols vont être rapidement, autour de cette période, les maîtres d'un empire immense qui inclut l'Amérique, puisque finalement, on le verra, Christophe Colomb qui part à la découverte des Indes va tomber sur un nouveau continent que le monde civilisé ne connaît pas, qui sera donc les Amériques et qui appartiendra au royaume d'Espagne, puisque en majorité c'est ce royaume qui a financé l'expédition de Christophe Colomb. Mais on va en parler dans les détails plus tard. En tout cas, du plus grand empire du monde, de la plus grande puissance du monde civilisé, eh bien l'Espagne va petit à petit décrépiter à partir et à cause de cette Inquisition et de cette expulsion des Juifs d'Espagne, pour devenir l'État ou le monde le plus obscur et le plus pauvre dans tous les sens du terme de l'Europe et du monde moderne. Alors, quel est le cadre, la toile de fond? L'expulsion des Juifs d'Espagne, finalement, ne vient que couronner un phénomène, un processus qui a débuté bien plus tôt, 100 ans plus tôt, à l'époque où, on en avait parlé dans le cours précédent, où après les massacres de Rindfleisch en Allemagne, le Roche, qui était l'élève du Maran de Rothenburg, était venu s'installer en Espagne. Alors à cette époque-là, donc le Roche et son fils, celui qui écrira le Tour, c'est-à-dire l'œuvre gigantesque qui était une première de compiler toute la halakha telle qu'elle avait été émise depuis la nuit des temps, dans un livre qui ferait référence et qui a été finalement la source qui a permis le bond en avant de l'écriture du Shulchan Aruch, donc 100 ans après, un peu plus de 100 ans après, par Rabbi Yosef Karo, qui va commencer sa carrière, Rabbi Yosef Karo, ilchatique, par l'écriture d'un commentaire du Tour qui s'appelle le Bet Yosef. Donc, et en ce qui concerne les points du judaïsme quotidien de la Galoute, c'est la première fois que l'on écrit une œuvre comme ça. C'est vrai que le Rambam a écrit quelque chose de beaucoup plus puissant et beaucoup plus gigantesque, mais le Rambam d'abord c'est une exception, il est hors règle et hors histoire, comme on l'a expliqué lorsqu'on a parlé du Rambam, lorsqu'on a été avec lui dans les cours où on a parlé de la vie du Rambam, et l'œuvre du Rambam, finalement, est extra-cosmique. Elle dépasse le temps, elle dépasse l'histoire, et elle réunit au niveau de l'halakha tous les cas, y compris les cas qui concernent les époques révolues, comme les lois de la sortie d'Égypte, les lois du premier Seder en Égypte, et puis les lois de la fin des temps. Ce n'est pas le propos du Tour, ce ne sera pas le propos du Shulchan Aruch, qui seront d'une manière plus terre-à-terre, plus concrète, plus attachée à l'histoire séculière de l'exil du peuple juif, vont écrire d'abord le Tour et ensuite le Shulchan Aruch, une œuvre où la halakha est compilée. Alors, et à cette époque-là, donc en Espagne, on est 100 ans avant l'Inquisition, on est en 1390, dans ces années-là, eh bien, il y a un certain
personnage extrêmement funeste qui peut être le pendant espagnol, sfaradi du Rindfleisch Ashkenaz, il s'appelle un certain Fernandez, qui va exciter les populations, aidé par l'Église et la chrétienté, à vouloir massacrer des Juifs. Et ce seront des pogroms, des massacres terribles qui vont déferler sur l'Espagne, déjà 100 ans avant l'Inquisition, et où toute la famille du Roche et du Tour, avec de très 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 grands chachamim, vont mourir al Kiddush Hashem. Très souvent, on propose soit le baptême, soit la mort, et ou si ce n'est qu'on ne propose rien et on tue, on massacre, ville après ville. C'est vrai que l'Aragon sera plus épargné, donc l'Aragon c'est la partie nord et est de l'Espagne, mais dans l'ensemble de l'Espagne, c'est une catastrophe. Et il faut dire que le peuple les Juifs, le peuple juif, et donc aussi le judaïsme, fait partie de la vie espagnole. Et ça, c'est peut-être la grande différence qu'on peut retrouver entre la vie communautaire en Europe du Nord, c'est-à-dire les communautés ashkénazes, voire même les communautés provençales, avec le judaïsme séfarade en Espagne. Les Juifs sont extrêmement mêlés à la vie publique, à la vie temporelle, aux affaires séculières, et on les voit de partout, et ils dirigent, on peut dire, l'Espagne, parce qu'ils sont les maîtres de la finance, ils sont les maîtres des techniques, de la technologie, ils sont les maîtres en matière de philosophie, ils sont les maîtres en matière de médecine. La médecine est une... On l'a dit et on le répétera, c'était une science qui a été inventée par les Juifs en tant que science, en tant que les dogmes médicaux universitaires sont à la base l'œuvre de Juifs. Et dans énormément de domaines, c'est-à-dire les clés de l'Espagne sont dans les mains des Juifs. Ils sont extrêmement intégrés, mais non seulement ils sont intégrés dans la population, mais ils dirigent. C'est eux qui ont, si ils n'ont pas véritablement le pouvoir exécutif et la maîtrise du terrain, au niveau de l'organisation de la vie, même au niveau de l'organisation politique, ce sont les Juifs qui sont les maîtres. Alors, quand on dit les Juifs, il y a les chachamim, les sages, et leurs élèves, les Juifs qui sont extrêmement fidèles et qui vont mourir en martyrs pour ne pas céder aux pressions de l'Église et aux tentations du baptême. Mais il y a aussi toute une populace plus ou moins intellectuelle et plus ou moins riche et plus ou moins intégrée dans les sphères des décisions au niveau de la vie espagnole, qui sera attirée de force ou de gré par ce qu'on pourrait traduire dans le langage moderne, un courant assimilationniste. Ce qu'on va retrouver en Europe du temps du funeste Mendelssohn avec les soi-disant Lumières, la Haskalah, le mouvement de libération du judaïsme qui est en vérité un mouvement d'assimilation et de trahison du judaïsme authentique, peut-être ancêtre de ce que nous avons vu lorsque nous avions parlé de la chute du royaume de Juda avec les Sadducéens et ceux qui ont pactisé avec les Grecs et les Romains et qui ont été à la base de l'effondrement de la nation juive et la destruction du Beth Amikdash. Mais en Espagne, eh bien, il y a un courant semblable qui, on peut le dire d'une manière pratiquement officielle, contrairement à ce qui se passe chez Mendelssohn et tous ces traîtres de ce qu'on appellera la Haskalah, les Lumières, ce judaïsme soi-disant ouvert au progrès du 18e, du 19e et du 20e siècle, qui ne sera qu'une trahison du judaïsme authentique et qui amènera les catastrophes que ça a amené jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'assimilation et le peuple juif le paye cher dans sa chair. Eh bien, la grande différence en Espagne, c'est vrai, il y a une attirance, mais l'attirance, elle n'est pas volontaire, elle est forcée, très souvent forcée, parce qu'à cette époque-là, obscurantiste du Moyen-Âge, il n'y a pas d'ouverture autre possible pour un juif qui veut rentrer dans les méandres de ces clés
de l'Empire espagnol, et d'un autre côté qui n'est pas prêt ou qui n'est pas assez fort ou assez déterminé pour subir le martyre que leur réservent l'Église chrétienne et les masses en folie fanatisées par des Fernandez, etc. etc. Et énormément de juifs, lors de ces pogroms terribles qui ont décimé des communautés entières. Il y a des centaines et des centaines de familles qui sont montées sur le bûcher, et qui ont été massacrées, et des très, très grands chachamim aussi, et puis des gens simples, et puis des gens de toutes sortes, à tel point. C'était tellement catastrophique, et on est 100 ans avant l'Inquisition. C'était tellement catastrophique que les rois d'Espagne, l'Espagne à cette époque-là n'est pas un pays uni, il n'existe pas d'Espagne, il n'y a pas de capitale espagnole, il n'y a pas d'Espagne, il y a plusieurs petites contrées, plusieurs petites Espagnes, et puis le Portugal, le royaume du Portugal, qui est un royaume très très fort, très puissant, mais sur la péninsule ibérique, ce sont des rois qui très souvent sont en concurrence. Mais qui vont régir leur province de manière indépendante, et ils vont imposer, et surtout en Castille, parce que c'est en Castille surtout. Je vous ai dit que l'Aragon, peut-être, depuis le caractère un peu philosémite de Jacques Ier, avec l'amitié et l'admiration qu'il avait pour le Ramban, pour Rabbi Moshe ben Nachman, l'Aragon a épargné les Juifs de ces massacres, mais en Castille, ça a été extrêmement catastrophique pour l'Espagne elle-même aussi. Les rois en question ont imposé la population d'un tribut, d'un impôt, d'une taxe qui devait payer au roi pour réparer les dégâts commis à la communauté juive, parce que les rois, à cette époque-là, les monarques considéraient les Juifs comme leur propriété, mais une propriété extrêmement intéressante, qui leur permettait d'être la puissance avec un grand P de l'Europe et puis du monde civilisé. L'Espagne était en train de monter et de devenir la grande puissance du monde. Et grâce à qui, et par le biais de qui? Des Juifs. Donc exterminer des communautés entières, détruire des synagogues, des écoles, passer au bûcher des centaines de familles, c'était extrêmement catastrophique pour l'Espagne. Donc de là l'intérêt pour ces monarques d'arrêter cette effusion de sang, et puis après avoir permis aux Juifs de continuer à vivre leur judaïsme, et ça va durer 100 ans, jusqu'en 1492, où la reine Isabelle, et on va le voir, va mettre fin à cette histoire-là. Mais d'un autre côté, ils vont faire payer aux chrétiens, aux masses espagnoles qui se sont battus pour éradiquer le judaïsme, un tribut pour réparer le désastre causé pas à la communauté juive, à l'Espagne, à la communauté juive bien sûr, mais par le biais de la communauté juive à l'Espagne en premier. C'est ce qui les intéressait à ces monarques-là surtout. Et c'est important pour comprendre l'ambroglio dans lequel on va se trouver 100 ans plus tard, en 1492, avec Isabelle la catholique. Et donc, si on veut résumer, énormément de Juifs vont être obligés de se convertir parce qu'il n'y a aucune autre solution. Et quand je comparais ça avec le siècle, avec le mouvement de l'assimilation, soi-disant appelé le mouvement des Lumières de Mendelssohn, etc. Et à l'époque de Mendelssohn, il y a déjà en Europe et puis dans le monde et les prémices de ce qui sera finalement une dénonciation de cet obscurantisme moyenâgeux. Donc au niveau philosophique, au niveau éthique, si sur le plan politique on est encore antisémite, mais sur le plan philosophique, sur le plan de la morale, de l'éthique, l'antisémitisme commence à être une valeur négative, une perversion de l'éthique humaine. Or, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque où on sort du Moyen-Âge, là, on est en 1390, et puis 100 ans plus tard, en 1492, avec l'Inquisition, on n'est absolument pas dans cette mouvance. Et l'antisémitisme est une vertu de l'éthique de l'époque.
il y a un intellectuel qui écrira un petit peu avant l'Inquisition, donc entre les deux périodes, la période donc des massacres de 1390 et la période de l'expulsion en 1492, eh bien il y a un très grand humaniste, et je dis bien, il est considéré par les intellectuels de l'époque et d'aujourd'hui aussi, comme le champion de l'humanisme, le philosophe, l'intellectuel, Pedro Martin Aguirre, qui va écrire un texte où il expliquera la vertu qu'il y a dans l'antisémitisme. Il écrira que, je le cite, les Juifs sont la pornographie de l'Europe, ce sont ceux qui sont les porteurs de tous les vices et de toutes les perversions. Les Juifs sont un peuple sale, un peuple dégradé, un peuple qui amène le monde à sa perdition. Ce sont les mots avec lesquels il décrit et il introduit sa philosophie de l'antisémitisme en tant que vertu de la morale de l'époque. Et c'est un humaniste, c'est un philosophe, c'est un intellectuel. Je ne parle pas des masses populaires fanatisées qui, elles, vivent en Espagne surtout, mais on l'a vu aussi en Allemagne, c'était exactement la même chose, avec les croisades aussi en France, dans une soif de sang et de massacre qui va trouver sa rédemption dans ce qu'on appelle les croisades, et puis ici avec Fernandez dans ces massacres-là. Je ne parle pas de ces gens-là, je parle des humanistes. Donc, devenir ce qu'on appelait les maranes, marane, ça veut dire le cochon, le porc dans le langage de l'Espagne de cette époque-là, c'est-à-dire se convertir au christianisme en restant juif au plus profond de son âme, en essayant de garder tout ce qu'on peut garder du judaïsme sans que de l'extérieur on puisse voir. On puisse s'apercevoir qu'on n'est pas véritablement converti, eh bien, ça se comprend à l'époque. Ce qui ne se comprend pas, ce qui n'est pas excusable pour Mendelssohn et sa suite, qui sont vraiment des traîtres au message de la Torah telle qu'elle a été donnée sur le mont Sinaï par le bon Dieu directement au peuple juif et par l'intermédiaire de Moshe. Par la suite, eh bien, ici, ce n'est pas vraiment une trahison volontaire. Ce sont des gens qui ne voient pas, qui n'ont pas la force morale de subir le martyre et qui ne voient pas d'autres possibilités à l'horizon. Et qu'est-ce qu'il se passe donc 100 ans après ? Eh bien, dans ce terroir culturel antisémite de l'Espagne, il va y avoir une manigance politique pour créer une Espagne unifiée. En fait, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un pouvoir absolu sur ce qui est la plus grande puissance mondiale, sur ce qui est en devenir la plus grande puissance mondiale, ce qui est en potentiel, en promesse d'être l'Amérique de la Renaissance. Alors, les États-Unis de la Renaissance, si on peut dire. Et qu'est-ce qui se passe à cette époque-là ? Alors, si on veut rajouter au tableau, à la description de l'ambiance culturelle de l'antisémitisme à l'époque, il faut comprendre que si d'un côté on a excusé, on a compris ces juifs qui se sont convertis, il faut dire que d'un autre côté ça pose problème. Ça pose problème pourquoi ? Parce que, et c'est peut-être paradoxal, et à mon avis absolument pas, parce que c'est ça, c'est cette, on peut dire faiblesse, mais on l'a comprise et on l'a excusée, d'un judaïsme, c'est pas d'un judaïsme, enfin d'un certain nombre, et très grand nombre de familles juives qui n'auront pas la force intellectuelle, la force philosophique, dogmatique, jusqu'au boutiste de préférer le martyre et qui se convertiront au christianisme. Tout en gardant le plus possible leur véritable judaïsme qui est pour eux extrêmement cher, en secret chez eux à la maison. Il va se
produire un phénomène de boule de neige qui va entraîner la moitié des Juifs. Du moins, c'est ce que beaucoup de chercheurs, historiens affirment. On n'a pas des chiffres exacts, mais d'après les recherches de beaucoup d'historiens, on arriverait à la moitié des Juifs habitant en Espagne, et c'est une très, très, très grosse communauté. C'est une communauté qui, sur le plan du nombre, dépasse de très, très, très loin la communauté ashkénaze. Ce qui, aujourd'hui, s'est complètement inversé, et justement à cause de cette période-là où la moitié des Juifs en Espagne va se convertir. Alors, parmi eux, il y a les vrais convertis qui poseront énormément de problèmes. On va le voir plus tard. C'est finalement eux qui vont être les moteurs et les régulateurs de cette inquisition et de cette expulsion des Juifs d'Espagne. Mais il y a aussi et c'est la plus grande partie, parce que les véritables convertis sont nombreux, mais pas aussi nombreux que les Maranes, qui sont de faux convertis. Alors, la moitié de cette population, ça veut dire que le judaïsme va poser problème. Jusqu'à présent, avant ce mouvement, il était clair qu'être juif, c'était être juif. Être juif, c'était s'habiller comme un juif, penser comme un juif, prier comme un juif, manger, boire, se marier, etc., etc. Vivre comme un juif, et c'était différent, c'était éblouissant par la supériorité intellectuelle, morale, éthique, philosophique de ce que présentait la vie des Visigoths, barbaros, musulmano, chrétiens, de tout ce mélange de l'histoire espagnole de la péninsule ibérique depuis les années 600 jusque là où on en est maintenant, c'est-à-dire au début du XVe siècle, eh bien, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on ne sait plus vraiment qui est juif. Et qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Alors, ce fait de savoir que l'Espagne est dans les mains, finalement, de quelque chose qui est trouble. D'ailleurs, dans ce qu'écrit cet humaniste hyper antisémite, Pedro Martino Aguirre, qui est donc l'ouverture, l'humanisme, la philosophie, l'intellectualisme de l'époque, et dans sa façon d'expliquer le bienfait de l'antisémitisme, il dit les Juifs sont des gens qui n'affirment pas leur foi, et qui, il le dit d'une manière qui peut prêter à réflexion ou à sourire de nos jours, c'est des gens qui ne convertissent pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'Église catholique a toujours voulu convertir de gré ou de force, ou parfois même extrêmement cruellement, les peuples qu'elle a soumis sous sa botte, et les Juifs, qui sont la clé, finalement, de tout ce qui se passe en Espagne, ne convertissent pas. C'est-à-dire, ce judaïsme qui, je ne veux pas dire que le fait de ne pas convertir, c'est être peureux, mais ce judaïsme peureux qui se cache, qui n'affirme pas sa détermination à rester juif, ça pose problème, et ça a créé l'antisémitisme, ça a allumé le feu antisémite durant 100 ans qui a permis ce qui s'est passé en 1492. Bon, on ferme la parenthèse du terroir intellectuel, du terroir éthique qui a abouti à l'Inquisition. L'Inquisition qui donc en 1492 va voir Isabelle la catholique et son mari Ferdinand décréter que le peuple juif, tous les juifs habitant l'Espagne, devront quitter l'Espagne en quelques mois. Le 31 juillet 1992, c'est en avril que l'édit a été signé, et quelques mois après, donc le 31 juillet, c'était le 9 Av, eh bien, les Juifs devaient être expulsés, devaient quitter tous les territoires de nos royaumes, c'est dans ces mots-là, ou accepter de mourir en martyr. L'énoncé était que tous les Juifs doivent quitter nos royaumes et ne plus revenir sous peine d'être tués et de perdre tous leurs biens.
ceux qui acceptent véritablement de se convertir se convertiront au christianisme. C'était accepté et beaucoup vont devoir le faire. Et quels ont été les méandres politiques et les détails de cette affaire de l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est ce que nous verrons dans le cours prochain, si vous voulez bien donc rester avec nous. Alors donc à bientôt.